Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Procure en parole. Ici Winston McQuaid, porte-parole de Procure et aussi votre maître de cérémonie durant le mois de septembre, qui est le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. Ce mois-ci nous donne l'occasion de réfléchir, d'écouter, d'agir et de soutenir ces hommes et familles qui en sont atteints. Et comme l'information est le premier remède, c'est avec plaisir qu'au cours des prochaines semaines, nous vous proposons 4 webinaires hebdomadaires, dont le premier est évidemment ce soir. De plus, 3 capsules animées, toutes uniques et originales, seront mises en ligne au cours du mois sur procure.ca. Pour ceux qui se joignent à nous pour la toute première fois, Procure est un organisme à part entière, semblable à la Fondation québécoise du cancer ou la Société canadienne du cancer, mais entièrement dédiée au cancer de la prostate. Aujourd'hui, nous aborderons de la prostate au dépistage avec le docteur Thierry Lebeau, chirurgien oncologue et chef de service à la CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Nous aurons droit à une présentation par votre spécialiste, suivie d'une période de questions. Et parlant de questions, merci pour celles reçues en avance à info@procure.ca. Sinon, vous pouvez les soumettre en utilisant le bouton Q&A qui est situé juste au bas de votre écran. Elles seront lues au cours de la période de questions. Alors, avant de débuter, nous tenons à remercier tous nos donateurs du Fonds du Cœur, mais également le présentateur officiel de ce webinaire, Industriel Alliance. Nos partenaires, Astellas, AstraZeneca et Merck, des laboratoires très impliqués dans le traitement des cancers de la prostate plus avancés, de même que l'Association des urologues du Québec. Merci, Dr Lebeau, d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, je vous cède la parole. Vous pouvez partager votre écran. Bonsoir. Bonsoir. Merci de l'invitation à Procure. Merci, M. McQuaid, pour la présentation. Donc oui, c'est avec plaisir ce soir que je vais présenter ce premier webinaire qui s'appelle « De la prostate au dépistage ». Évidemment, comme l'a dit M. McQuaid, il y a une période de questions à la fin. Est-ce que vous voyez bien les diapos que je partage actuellement? Oui. Est-ce que vous voyez ce que je partageais? Non, pas encore, Thierry. Est-ce que tu m'entends? C'est Marie-Christine. Oui. OK. Non, il faut vraiment que tu partages ton écran, puis que tu ailles chercher ta présentation. Ah, voilà. Parfait. Tu y es. Désolé, je pensais que j'étais passé par le bon chemin, mais me revoici donc. De la prostate au dépistage, ça me fera plaisir donc de prendre le temps de faire un survol de la prostate. C'est assez généreux quand même comme programme. Je vais vous résumer ça dans une petite heure, une cinquantaine de minutes, puis je prendrai le temps de répondre à vos questions par la suite. Alors, on va parler de la prostate en général. C'est une présentation qui s'adresse à un auditoire qui n'est pas nécessairement initié aux différentes pathologies de la prostate. Peut-être qu'aujourd'hui, chez vous, il y en a qui sont atteints d'un cancer de la prostate, il y en a qui s'en inquiètent. Le but, c'est de vous donner de l'information, c'est de rassurer quand c'est possible, puis c'est de démystifier certainement certaines choses. On va parler un peu des facteurs de risque pour développer des cancers de la prostate, parce qu'évidemment, Procure est un organisme qui est dédié au cancer de la prostate, donc le principal intérêt de cette présentation autour de la prostate. On va parler un petit peu de prévention, on va parler de l'importance du dépistage. Je vais toucher un peu à sa controverse, parce que je pense que c'est important de mettre les choses en perspective. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, la prostate est une glande sexuelle, comme vous pouvez voir ici sur l'écran, qui est juste sous la vessie et qui est entre le pénis, en fait, et la vessie. C'est une glande qui sert essentiellement à produire à peu près 30% de l'éjaculat, donc de ce qui sort lors d'une éjaculation. C'est du liquide qui vient de la prostate, qui sécrète une enzyme, entre autres, qui s'appelle l'APS, qui est une enzyme qui permet de maintenir le sperme à un état liquide en fait, pour permettre une fécondation dans un rapport sexuel dont l'objectif est la fertilité. On comprend bien, juste à voir sa localisation, l'impact qu'elle peut avoir. En grossissant, elle peut obstruer la sortie de la vessie.
Ça peut occasionner une bonne part de symptômes. Puis on comprend également sa proximité avec le pénis, avec les corps caverneux, avec ce qui est responsable en fait de la fonction érectile. On comprend donc assez facilement, juste anatomiquement, les enjeux qui ont trait à son traitement. C'est une glande qu'on arrive à palper via le rectum. Là, si vous regardez ici, je vais juste déplacer ma fenêtre pour être capable de bien voir le schéma au complet. Donc, vous voyez, le rectum est tout juste vers la partie postérieure de la prostate. Donc, quand on fait un toucher rectal, qui est quand même un élément essentiel de l'examen physique et de l'examen clinique, quand on suspecte un cancer de la prostate ou toute autre pathologie, on en palpe une seule partie, c'est-à-dire la partie postérieure, la partie qu'on dit périphérique. Là, on la voit dans une coupe qu'on dit sagittale, c'est-à-dire que c'est comme si le patient était tranché sur le côté, mais vous comprenez qu'elle est composée de 2 lobes qui sont à peu près symétriques ou qui devraient l'être. Normalement, elle devrait avoir la taille d'une balle de ping-pong ou à peu près d'une note Grenoble. Le fait qu'on en palpe seulement la partie postérieure n'est pas nécessairement une limite très importante dans le diagnostic du cancer de la prostate, parce que la très grande majorité des cancers intéressent cette partie-là, donc sont potentiellement palpables. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'elle faisait. Le produit, quand on dit 80 %, c'est à la fois la prostate et les vésicules séminales qui y sont associées, qui sont accolées tout juste derrière la prostate. Donc, la grande partie du volume vient vraiment de cette glande-là. Ça fabrique l'APS, puis ça permet également l'éjaculation. Ça a aussi un rôle de sphincter. C'est une espèce de valve, en fait. C'est pour ça que quand il y a une éjaculation, ben, il n'y a pas de miction, c'est-à-dire il n'y a pas d'expulsion d'urine. C'est pour ça aussi que parfois, les gens qui ont eu une prostatectomie ou un traitement pour un cancer de la prostate, lors de l'excitation sexuelle, vont avoir des pertes d'urine plus ou moins importantes. C'est entre autres parce que la prostate n'est plus là, puis qu'elle permettait une certaine continence à ce moment-là. La prostate, en tant que telle, n'est pas responsable des érections. Par contre, anatomiquement, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, elle est vraiment accolée au pénis, puis elle est accolée aux nerfs surtout, qui sont responsables d'amener les influx jusqu'au pénis pour permettre l'érection. Donc, son traitement est délicat parce qu'il ne faut pas traumatiser ou léser les nerfs qui sont autour de celle-ci. Ça a l'air plus facile à dire qu'à faire parce que les nerfs ne sont pas facilement distincts, puis ils sont complètement accolés à la prostate sans en faire partie. Il y a différentes pathologies, en fait. Il y a 3 grandes affections, 3 grandes catégories de maladies. Il y a la pathologie qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, qui est un grossissement normal. C'est un des très rares organes chez les humains qui poursuit son grossissement tout au long de la vie. On dit des fois la blague que c'est vrai aussi des oreilles et du nez, mais sinon, il y a très peu d'organes qui poursuivent leur croissance pendant la vie. Il y a à peu près un homme sur 2 autour de 50 ans qui va développer des symptômes dus au fait que sa prostate va augmenter de volume. C'est tout à fait naturel. Puis tout le monde n'est pas nécessaire. En fait, la grosseur de la prostate en soi n'est pas nécessairement la corollaire de quelqu'un qui va avoir besoin d'un traitement, mais ça peut très bien expliquer une obstruction. Comme je vous montrais tout à l'heure, on a la vessie ici. Si on a une prostate qui gagne en volume, bien, ça peut venir écraser l'urètre, qui est le canal qui transporte l'urine, ce qui explique en grande partie les symptômes ressentis par les patients. La deuxième grande catégorie des maladies de la prostate, qui est somme toute beaucoup plus rare, puis en fait, qui prend vraiment différentes formes, c'est la prostatite, qui est une inflammation de la prostate. La prostatite, elle peut être bactérienne, comme une infection urinaire, comme une infection des reins, comme une infection qu'on peut avoir ailleurs, des poumons, des oreilles, de ce que vous voulez. Donc, qui est due à ce moment-là à des bactéries, qui se traitent avec des antibiotiques. Ça peut aussi être des syndromes plus chroniques avec des symptômes qui sont plus insidieux, de lourdeur, de pesanteur, et qui peuvent être dus plus à une origine inflammatoire, auquel cas son traitement n'est pas basé sur les antibiotiques, bien qu'ils en font toujours partie. Il y a vraiment un traitement qui est plutôt symptomatique. Enfin, le cancer de la prostate, qui est une maladie quand même très fréquente. On dit que c'est un homme sur 7 à un homme sur 9 qui va développer un cancer de la prostate. Puis c'est souvent un cancer qui est silencieux. En fait, quand il existe très tôt dans les stades, les gens ne ressentent pas de symptômes. Donc, le fait, par exemple, c'est une inquiétude qu'on voit presque tous les jours dans nos cabinets, quelqu'un qui se lève la nuit autour de 50, 52 ans, puis qui s'inquiète de sa prostate, mais qui s'inquiète principalement d'un cancer. C'est une bonne chose de se préoccuper puis de consulter, mais c'est très peu probable qu'un cancer de la prostate dans la cinquantaine se manifeste avec des symptômes. Quand je dis peu probable, ça ne veut pas dire impossible. On peut le dépister à des stades où il n'est pas symptomatique, le cancer de la prostate, puis on va y revenir tout à l'heure.
Ça peut causer des symptômes qui sont assez semblables, chacune de ces pathologies-là. Comme je vous ai expliqué, puis on peut simplifier ça, là, ça peut être assez binaire jusqu'à un certain point, l'hyperplasie bénigne de la prostate. La prostate est grosse, elle comprime l'urètre, mais ça fait que l'urine a de la difficulté à être expulsée, ça fait diminuer le jet, ça fait qu'il y a la miction est interrompue, on urine par à-coups, ou à la fin de la miction, il y a des petites gouttes qui persistent. Ce que ça peut faire aussi, c'est que la vessie devient très irritée. À mesure que la prostate grossit puis que la vessie a de la difficulté à expulser l'urine, on peut développer des symptômes qu'on dit plutôt irritatifs. Ça peut donner des envies fréquentes, pressantes de faire pipi. Ça peut donner ce qu'on appelle en médecine de l'urgenturie, c'est-à-dire une envie très pressante, très impérieuse d'uriner, qu'on n'arrive pas à retenir. Le fait aussi que la prostate grossisse, ça comprime l'urètre, ça comprime également les canaux éjaculateurs, ce qui peut expliquer que parfois il y a des éjaculations qui peuvent être difficiles. Ça peut aussi expliquer parfois qu'il y a du sang dans les urines ou dans le sperme. Le sang dans le sperme, c'est une autre raison de consulter qui est très fréquente. Très, très souvent, c'est un symptôme qui est tout à fait bénin. C'est une veine qui se rompt dans la prostate, puis lors de l'éjaculation, qui va faire qu'il y a des saignements. C'est un symptôme qui est souvent impressionnant, qui est souvent inquiétant pour les patients, mais avec un bon examen, avec une prise de sang, on est souvent capable de rassurer les gens. La prostatite, elle, peut donner des symptômes qui sont assez semblables, mais qui peuvent donner des symptômes beaucoup plus irritatifs, qui peuvent être combinés à de la fièvre. C'est dû au fait que c'est une atteinte bactérienne la plupart du temps. Et le cancer de la prostate peut aussi donner des symptômes qui sont très semblables, bien que la plus grande majorité du temps, ça soit très, très anodin, sauf quand on avance dans les stades, quand on avance dans l'évolution de la maladie. Le traitement est, somme toute, pas mal différent d'une maladie à l'autre. L'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est quand même une maladie très commune là, dans le bureau de l'urologue. Ça se traite initialement avec des médicaments dont l'objectif est de diminuer les symptômes et d'améliorer la qualité de vie. Ultimement, ça peut être traité par des chirurgies qui sont généralement des chirurgies dont l'objectif n'est pas d'enlever la prostate au complet, mais bien plutôt de dégager le canal qui peut être comprimé par les urines. La prostatite, elle, son traitement va dépendre du fait qu'elle soit aiguë ou chronique. J'en ai déjà glissé un mot. Puis enfin, le cancer de la prostate, lui, ça peut prendre différentes formes. En fait, c'est un des rares cancers, puis je dis parfois, pour dédramatiser, qu'on a la chance en cancer de la prostate d'avoir plusieurs alternatives. Puis notre but, c'est pas de vendre un traitement au patient. En fait, c'est jamais ça en médecine, mais c'est de trouver le meilleur traitement pour un patient. Donc, on s'ajuste selon l'âge, on s'ajuste selon le type de cancer, selon l'espérance de vie. Puis là, on peut explorer différentes avenues. Ça peut être de la surveillance active, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un traitement volontairement parce qu'on pense que le cancer va avoir une évolution potentiellement indolente, puis que quel que soit le traitement, ça peut être pire même que la maladie. Ça peut être de la chirurgie, de la radiothérapie, voire de la curithérapie. Puis dans des stades qui sont plus avancés de la maladie, on s'oriente davantage vers de l'hormonothérapie ou de la chimiothérapie. Qu'est-ce qui fait qu'on est à risque de développer un cancer de la prostate? Ça reste, comme je disais tout à l'heure, le cancer le plus répandu. C'est 12 hommes par jour au Québec. Donc, c'est souvent des gens qui sont proches de nous. Ça peut être des pères, des frères, des conjoints, des amis. C'est vraiment tout le monde dans notre entourage qui est concerné. Il y a plusieurs facteurs de risque qui sont connus, notamment l'âge. En fait, tout le dépistage est un peu ciblé autour de ça. C'est plutôt rare avant 50 ans, ça ne veut pas dire impossible, mais c'est une maladie qu'on voit plutôt après 50 ans, donc on dépiste plutôt après 50 ans. On sait qu'il y a des antécédents familiaux qui sont très pertinents, c'est-à-dire quand on parle d'antécédents familiaux, c'est des antécédents via le père, parce que c'est des gènes qui sont masculins là, principalement, donc des frères qui sont atteints d'un cancer de la prostate ou le père qui est atteint d'un cancer de la prostate, ça va augmenter de façon très significative le risque d'en développer un. Puis on sait également que l'origine ethnique est très intimement liée au développement du cancer de la prostate. Ici, dans notre contexte nord-américain, on sait que les Afro-Américains ont un risque qui est beaucoup plus élevé de développer un cancer de la prostate. C'est vrai aussi pour les gens qui sont d'origine haïtienne. On sait qu'épidémiologiquement, en Asie, il y a somme toute moins de cancer de la prostate, mais on sait aussi que les Asiatiques qui émigrent en Amérique du Nord ou en Occident très rapidement développent un risque qui est très semblable aux Caucasiens. Donc, ce n'est pas juste une origine ethnique, on pense vraiment qu'il y a une influence environnementale significative. Je vous disais tout à l'heure, si on a un parent qui est atteint du cancer de la prostate, que ce soit un père ou un frère, ça augmente de 2 à 3 fois notre risque d'en développer un. Par contre, ça augmente de 5 fois s'il y en a 2.
Donc, dans l'histoire, souvent, c'est important, puis c'est pour ça qu'on demande si les gens ont dans leur famille des cancers de la prostate. C'est très pertinent quand c'est du côté du père, beaucoup moins quand c'est du côté de la mère, bien que ça peut correspondre aussi à d'autres anomalies génétiques qu'on recherche aussi à notre questionnaire. Je disais aussi que c'était plutôt rare, les cancers avant de 50 ans, mais ça arrive. Puis ce qu'on sait, c'est que les gens qui ont eu une origine peut-être héréditaire de leur cancer sont plus à risque de développer un diagnostic plus tôt. Alors souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on commence le dépistage 10 ans avant le cancer. En fait, dans la quarantaine souvent, ou 10 ans avant le cancer qui a été diagnostiqué dans la parenté. Par exemple, si votre père avait fait un cancer à 45 ans, ça pourrait éventuellement être pertinent de faire un dépistage à 35, bien que ce ne soit pas des choses qui sont très communes. Quand on parlait des historiques de cancer du côté de la mère en particulier, bien, on sait qu'il y a des cancers qui sont génétiques, là, qui sont associés entre autres au cancer du sein, des ovaires, pancréas, poumons, des cancers colorectaux. Alors tout ça, c'est dans notre questionnaire, ce sont des questions qui sont très importantes. Parmi les jeunes qu'on connaît beaucoup, là, il y a les BRCA1, les BRCA2. Donc, c'est des choses dont on entend beaucoup plus parler dans le public en général pour le cancer du sein, mais il y a un risque qui est très associé au cancer de la prostate également. Ça peut être tout à fait pertinent de consulter un urologue si on a une sœur, si on a une mère qui a été atteinte de ces mutations génétiques-là. Les hommes de couleur noire ou d'origine antillaise, ce que je vous disais tout à l'heure, ont presque 2 fois plus de risques que l'homme blanc de développer des cancers et plus de 2 fois plus qu'un homme asiatique. Encore là, ça dépend toujours du contexte environnemental. Là, on parle des gens qui sont principalement en Asie. On sait que ce risque-là, après une génération, change beaucoup ici en Amérique du Nord. Ils ont aussi tendance à avoir des cancers qui sont plus agressifs et des cancers qui apparaissent un peu plus jeunes. Les taux de guérison, quand il y a des traitements ou quand il y a des dépistages qui sont faits, sont heureusement tout aussi bons que les autres. Donc, c'est tout à fait pertinent de faire du dépistage dans des populations qui sont plus à cible comme ça, qui sont plus à risque, pardon, comme ça, pour s'assurer de leur offrir un traitement qui est potentiellement optimal et qui intervient vraiment au bon moment. L'alimentation, on sait qu'il y a je vous parlais tout à l'heure d'environnement, par rapport à la diète, entre autres en Asie. On sait que les aliments qui sont riches en viande rouge, en graisse animale, en produits laitiers, les aliments qui sont transformés ou ultra transformés, les charcuteries avec les sels nitrités, la malbouffe, la nourriture sucrée, salée ou les deux, sont associés au fait de développer le cancer de la prostate. Il n'y a pas d'études très, très solides, par contre, qui ont démontré que seulement la diète pouvait prévenir le cancer de la prostate, mais on sait quand même qu'une diète qui est bien équilibrée, dont l'objectif est essentiellement de diminuer la consommation en viande rouge, les graisses animales, va avoir un facteur protecteur pour le cancer de la prostate. En fait, on sait aussi, je veux juste revenir sur cette diapo-là, que toutes les recommandations qu'on connaît, parce que dans le public, c'est quand même assez clair, puis tout le monde est quand même assez capable de distinguer ce qui est potentiellement un aliment qui est bon pour la santé d'un autre qui ne l'est pas. Ce qu'on sait, c'est que toute la nourriture qui a une vertu ou une protection cardiovasculaire, donc riche en légumes avec plusieurs portions par jour, puis je vais y revenir un peu plus en détail tout à l'heure, qui a un peu moins de viande rouge, un peu plus de poisson, puis des diètes qui sont équilibrées tant au niveau du sel, tout ça, on sait que ça protège la prostate, mais on sait aussi dans toutes les grandes études épidémiologiques qui ont été faites pour essayer de voir un lien entre la diète et le cancer de la prostate. On a constaté que les gens qui mangeaient moins bien, non seulement mouraient plus de cancer de la prostate, mais ils faisaient tous beaucoup plus d'infarctus. Puis au total, il y avait quand même beaucoup plus de gens qui mouraient d'infarctus qu'il y en a qui mouraient du cancer de la prostate. Ce que ça veut dire, c'est que si on veut prendre soin de sa prostate, on prend soin de son cœur, puis généralement, il n'y a pas beaucoup de chances de se tromper. Le surpoids et l'obésité, ça favorise possiblement l'incidence du cancer de la prostate, les récidives, puis la présence de cancers plus agressifs. Ce qu'on sait, c'est que le tissu graisseux en périphérie a tendance à convertir la testostérone en estrogène, qui en ce faisant, ça fait un peu diminuer les taux de testostérone environnant, mais ça fait diminuer aussi les taux d'APS qu'on peut détecter. Alors, en diminuant le taux d'APS, ça fait qu'on est peut-être un peu moins habile pour diagnostiquer, pour dépister des cancers de la prostate qui ont souvent des PSA qui sont peut-être un petit peu moins élevés, donc un peu moins impressionnants pour des cancers, toutes proportions gardées, qui sont plus agressifs. La vitamine D, ça reste un petit peu controversé. Il y a des études qui montrent qu'il y a une augmentation du risque de cancer, puis il y en a d'autres qui montrent plutôt le contraire. Le risque, en fait, est augmenté avec une carence médicale ou un surplus. Donc, ce qu'il faut savoir de ça, c'est qu'il faut avoir des doses normales
de vitamine D. Il faut s'assurer d'avoir des expositions au soleil quand ce n'est pas possible d'avoir des suppléments. On cible principalement les hommes de 50 ans et plus. La testostérone, en fait, c'est souvent ce qui nourrit le cancer de la prostate. Ça ne veut pas dire que parce qu'on prend de la testostérone exogène, on nourrit un potentiel cancer de la prostate, mais dans le travail du médecin, avant de prescrire des supplémentations de testostérone, on veut bien s'assurer qu'il n'y a pas un cancer qui est sous-jacent, parce que ça peut juste le stimuler, en fait, si on en prend. Encore là, une bonne évaluation médicale permet généralement d'éliminer cette éventualité-là. Mais il faut faire attention quand on le prescrit, puis surtout quand on a eu un cancer de la prostate ou quand on fait de la surveillance active ou quand on a été traité. Bien évidemment, c'est des médicaments qu'on hésite et qu'on évite d'utiliser. Il n'y a pas de lien entre le fait d'avoir des symptômes ou d'avoir une hyperplasie bénigne de la prostate et le fait de développer un cancer de la prostate, pas non plus pour la prostatite chronique, pas non plus pour la fréquence de l'activité sexuelle. Il y a même des études qui ont démontré que l'activité sexuelle fréquente dans la vingtaine était potentiellement un facteur protecteur. Évidemment, c'est des études qui sont très difficiles à réaliser avec des devis qui sont sérieux. C'est plus anecdotique qu'autre chose, mais le fait d'avoir des activités sexuelles fréquentes n'augmente pas le risque de développer un cancer de la prostate. Il y a également des études qui avaient soulevé la possibilité que les vasectomies soient un facteur de risque de développer un cancer de la prostate. Ce qu'on a analysé puis dégagé de ces études-là, c'est que les gens qui avaient eu des vasectomies, c'est beaucoup des études qui sont faites aux États-Unis, avaient tendance à avoir beaucoup plus de suivi médical. Les gens qui utilisaient ce moyen de contraception-là avaient donc plus accès à des médecins. En ayant plus accès à des médecins, ils étaient plus souvent dépistés. En étant plus souvent dépistés, bien, il y avait plus de cancers qui étaient trouvés. Donc, il ne faut pas penser que la vasectomie était la cause du cancer, mais plutôt un biais de sélection des patients. Je dis parfois à la blague que le meilleur moyen d'être malade, c'est quand même d'aller chez le médecin, parce que si on ne se fait jamais dépister, on a peu de chances de développer un cancer de la prostate avant qu'il soit trop tard. Est-ce qu'on peut prévenir le cancer de la prostate? Bien, il y a des études qui disent qu'il y a certains cancers, il y a à peu près 40% des cancers qui sont liés à des comportements qui sont modifiables. Il y en a une quarantaine de pourcents qui peuvent être prévenus par l'exercice physique, puis il y en a 30% qui peuvent être prévenus par une nutrition saine. Les études ne sont pas toujours très claires. Encore là, le fait de faire de l'exercice physique, c'est la corollaire aussi de ne pas être en surpoids, puis ça va aussi avec le fait d'avoir une nutrition saine la plupart du temps. Donc, c'est trois choses qui sont pas interchangeables, mais qui sont interreliées, pardon. On sait qu'un mode de vie sain va certainement aider à prévenir des cancers. Alors, si la seule raison pour laquelle vous avez une bonne alimentation, c'est pour éviter le cancer de la prostate, pensez-y 2 fois. En fait, ce n'est pas une diapo qui vient de moi, mais je l'ai laissée. Je pense qu'il faut vraiment garder en tête ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait d'avoir une alimentation qui est saine, de prévenir les maladies cardiovasculaires, ça va également prévenir les cancers comme le cancer de la prostate, mais aussi le cancer du côlon. Donc, on ne se trompe pas beaucoup quand on a une diète qui est équilibrée, puis ça fait partie des choses qu'on peut faire très rapidement. Évidemment, ça ne guérit pas un cancer qui est déjà installé, mais c'est jamais perdu non plus d'avoir une diète saine. Puis si on a un surplus de poids, il y a toujours temps d'avoir un poids santé. Ça ne fait qu'aider la santé cardiovasculaire et éventuellement la récupération après des traitements. Il faut quand même manger beaucoup de fruits et légumes. Je disais tout à l'heure que j'allais revenir sur les différentes proportions. Ça respecte le guide alimentaire canadien, 7 à 10 portions de fruits ou légumes chaque jour. Ça représente quand même une part importante de légumes qu'on devrait tous viser à consommer. Puis ça se fait, mais ça prend quand même un effort soutenu pour y arriver. Plus de fibres et de grains entiers, c'est aussi des bons facteurs de protection, non seulement pour le cancer de la prostate, mais pour le cancer colorectal. Les légumineuses, c'est aussi très bon. Plus une diète qui est plus riche en poissons, éventuellement en oméga 3, c'est quelque chose qui est souhaitable. Et consommer moins de viande rouge, les aliments transformés dont je vous parlais tout à l'heure et les graisses animales sont plutôt dans la catégorie de celles qu'on devrait limiter. Plutôt que de viser des diètes inquisitrices, c'est toujours plus facile quand on essaie de développer des habitudes de vie saines, qu'on fait des choix sains, sans éliminer complètement quelque chose. Si on en limite l'apport, c'est souvent plus facile aussi à tolérer pour les gens qui ont des habitudes qui doivent être changées de façon très commune.
En fonction du poids, il y a des suppléments qui peuvent être utilisés. En fait, il y a la vitamine D, on en a parlé tout à l'heure, là, chez les personnes qui sont plus à risque, ça peut être une bonne chose de prendre des suppléments. Ça ne fait pas nécessairement de miracle. Ça ne cause pas nécessairement le cancer de la prostate à des taux physiologiques qui sont notés ici. Et la vitamine E, le sélénium, le zinc, les oméga-3 sont tous également des choses qui peuvent potentiellement aider à développer votre risque. Ceci étant dit, moi, j'insiste toujours sur le fait, plutôt que des suppléments, d'avoir des diètes qui sont très équilibrées, qui permettent d'avoir généralement des apports tout à fait adéquats dans les différentes vitamines dont on a besoin. Mais si on a une diète qui est en carence, ça peut certainement aider. Vous voyez ici, la vitamine E, on la retrouve dans les huiles végétales, dans les légumes verts. Le sélénium, c'est plutôt dans les noix. Les oméga-3, je vous en ai glissé un mot, dans les poissons et les avocats. Puis le zinc, ça se retrouve dans les huîtres, les fruits de mer et les lentilles. On a parlé à quelques reprises de ça, j'insiste pas davantage. On va passer tout de suite au dépistage parce que le temps file, puis si on veut avoir le temps de répondre à des questions, je vais entrer tout de suite dans cette controverse qui est le dépistage du cancer de la prostate. En fait, 80% des cancers sont découverts de façon fortuite. Ils sont parfois indolents, ils sont parfois mortels. La majorité sont entre les deux, c'est-à-dire que c'est des cancers qui ont un potentiel de se développer, qui peuvent éventuellement devenir mortels, mais la majorité ne le seront pas. Le défi de l'urologue, c'est de trouver qui a un cancer qui mérite, entre guillemets, d'être traité. La plupart du temps, il y a peu ou aucun symptôme au début. Le taux de survie, je mets un petit bémol ici, mais le taux de survie est à 100% lorsque le cancer ne s'est pas propagé ailleurs dans le corps. Quand on parle de taux de survie en oncologie, en général, on parle à 5 ans. Évidemment, quand il y a des études qui sont plus longues que ça, puis 5 ans dans l'histoire et dans l'historique d'un cancer de la prostate, ça reste relativement court. Par contre, c'est des chiffres que je donne à mes patients. Dans les pires des scénarios, quand on a quelqu'un qui se présente avec un cancer qui initialement est très avancé, ça peut arriver des fois qu'on soit très proche d'une maladie qui va causer un décès, mais c'est quand même exceptionnel. Généralement, au diagnostic, on peut, avec quand même une bonne certitude, rassurer les patients en leur disant qu'on n'est pas inquiet pour leur vie pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, mais que c'est certain que ça va impliquer une prise en charge avec éventuellement des soins. Puis ça dépend toujours des cancers. Là, fait qu'on peut pas, je ne vais pas avancer davantage ici dans ce que je dis, mais c'est vrai qu'à 5 ans, la survie est probablement autour de 100%. Puis ça va peut-être décliner un peu plus tard. Quand je dis plus tard, c'est 10, 15 ans après, parce que c'est des maladies qui méritent d'être suivies pendant de très nombreuses années, parce qu'elles ont malheureusement le potentiel de récidiver à distance du traitement initial. Toute la controverse, en fait, autour du cancer de la prostate est de savoir si on dépiste beaucoup de cancers, on va en traiter trop, puis si on en traite trop, on va causer des problèmes avec nos traitements plutôt que d'aider des gens. Donc, il y a différentes études qui ont été faites qui essayaient de répondre à ces questions-là. Ce qui se dégage, puis je ne vais pas entrer dans les menus détails, c'est que dans une étude qui est bien faite, puis dans une population qui est bien ciblée, le cancer de la prostate peut être dépisté, puis en faisant du dépistage, parce que c'est ça l'objectif, on peut sauver des vies. Alors, c'est vraiment ça qu'on veut quand on veut faire du dépistage. On sait que quand l'étude est bien faite, ou en tout cas quand on sélectionne bien nos patients, on peut réduire la mortalité de façon très importante. Puis encore là, j'attire votre attention sur le suivi de cette étude suédoise-là jusqu'à 18 ans après le dépistage initial, donc beaucoup plus loin que les 5 ans dont on parle pour une rémission complète en cancer de la prostate. Bref, quand on étire ces études-là, quand on suit les patients très longtemps, plus on les suit longtemps, plus on voit qu'il y a un bénéfice sur la réduction de la mortalité des gens. Donc, pourquoi on dépiste? C'est pour trouver des maladies qu'on peut traiter. Qui on dépiste? C'est les gens qui sont dans une tranche d'âge qui est à risque. Une tranche d'âge qui est à risque, grosso modo, c'est des gens de 50 à 70 ans. Ça ne veut pas dire qu'à 70 ans, on arrête tout complètement, mais la plupart du temps, on commence à se poser la question de si c'est pertinent de faire du dépistage ou pas. Qu'est-ce qui nous fait décider de dépister? C'est quand on essaie d'estimer, puis on n'est pas nécessairement toujours très bon là-dedans. Mais le dépistage du cancer de la prostate n'est pas pertinent si on estime que l'espérance de vie d'un patient est de moins de 10 ans, pour n'importe quelle raison, à cause d'autres problèmes de santé, à cause d'un âge qui est avancé, à cause d'un statut de performance, c'est-à-dire le statut fonctionnel des gens s'il est bien affecté. On peut décider que faire du dépistage va nuire plus qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on fait quand on dépiste? C'est essentiellement un examen physique, donc un toucher rectal et éventuellement une prise de sang, donc l'APS, qui est une prise de sang qui est très controversée, qui est très utile, qu'il faut savoir utiliser.
et qu'il faut savoir utiliser judicieusement, justement, pour pas mener à beaucoup de traitements qui sont inutiles. Ensuite de ça, une fois qu'on a trouvé un cancer, en fait, la controverse n'est pas tant de savoir qui a le cancer, c'est de savoir ce qu'on en fait après, parce que c'est ça qui est assez contesté dans les anciennes études sur le cancer de la prostate, c'est que tout le monde avait un traitement qui est, entre guillemets, agressif, avec des conséquences potentielles. Somme toute, tous ces patients-là n'étaient pas menacés, leur vie n'était pas menacée. Alors, il faut vraiment qu'on identifie qui on doit observer et qui on doit traiter. Puis après ça, essayer de dépister comment on veut les traiter. Le dialogue est effectivement essentiel, c'est-à-dire que ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est à 50 ans faire un test de PSA à tout le monde sans leur poser de questions et sans même examiner les gens, parce que ça se fait malheureusement encore, des gens qui ont des prises de sang régulières mais qui n'ont pas d'examen de la prostate. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Pour ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que si quelqu'un a une espérance de vie qui n'est pas tellement bonne, qui a beaucoup d'autres problèmes de santé, faire un dépistage du cancer de la prostate n'est pas nécessairement très pertinent parce que c'est peut-être pas ça qui va faire malheureusement que les gens vont décéder. Ça prend un médecin qui est informé, puis il faut que les patients comprennent un peu les enjeux de faire du dépistage. Un dépistage en soi, ce n'est pas tellement compliqué, ça ne va pas tellement mal, mais il faut être prêt aussi à l'éventualité que si on se fait dépister ou si on fait des prises de sang pour un examen de la prostate, ça va peut-être mener éventuellement à d'autres traitements. Les outils de dépistage, c'est la prise de sang dont je vous ai parlé et le toucher rectal. Je vous ai montré sur le schéma tout à l'heure pourquoi le toucher rectal était utile, parce qu'on arrive à palper la partie postérieure de la prostate qui est vraiment celle où environ 80 à 90 % des cancers se localisent. On peut également, au-delà du cancer de la prostate, diagnostiquer une prostate qui est d'un volume qui est relativement large, qui est gros, pardon, et qui peut expliquer en partie pourquoi le PSA serait élevé. Donc, c'est relativement subtil quand on fait du dépistage, il faut savoir interpréter les résultats, mais c'est certainement pas souffrant, c'est certainement pas très compliqué pour les patients. C'est une fois qu'on a les résultats qu'il faut savoir se poser des questions. Alors, quand on a un APS qui est élevé, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a un cancer de la prostate. J'utilise souvent, moi, l'image que ce n'est pas comme un test de grossesse. On fait un test de grossesse, s'il est positif, on est certainement enceinte. Ce n'est pas du tout comme ça le PSA. Le PSA, c'est une prise de sang qu'on doit interpréter à la lumière de plein de choses. Quelqu'un qui a, par exemple, une maladie de prostate, comme de l'hyperplasie ou encore plus une prostatite, peut donner des prises de sang qui sont très élevées. Une infection urinaire aussi, à cause de l'inflammation, peut donner un PSA qui est très élevé. Même chose pour une intervention médicale. Les urologues, on est très bons pour faire augmenter le PSA quand on fait des chirurgies par les voies naturelles. Quand on touche à la prostate lors d'un examen comme une cystoscopie, ça peut certainement augmenter le PSA. Dans certaines catégories d'âge, on pense aussi qu'un rapport sexuel avec une éjaculation dans les 72 heures avant un rapport sexuel, ça peut modifier un petit peu le PSA. Ça ne va pas le faire augmenter dans les dizaines, mais ça peut le faire varier un tout petit peu. Puis on pense aussi que pour le vélo, ça peut, surtout sur ceux qui font des longues distances, ça peut avoir un impact sur les prises de sang qu'on mesure. Ça, je vous l'ai déjà dit, enfin, on veut vraiment offrir ce genre de dépistage-là aux hommes qui ont une espérance de vie de plus que 10 ans. Puis c'est parfois difficile de concevoir ça pour les patients, mais il faut savoir que si on faisait des biopsies de prostate à tous les messieurs de 80 ans, il y en a à peu près 75 % chez qui on trouverait du cancer de la prostate. Puis ce n'est pas toujours des cancers qui sont significatifs, ce n'est pas toujours des cancers qui vont donner des problèmes ou des symptômes dans une période de 10 ans. Donc, parfois, on est dans cette situation où on ne veut pas faire un PSA assez volontairement, puis on ne veut pas dépister le cancer. On s'intéresse aux symptômes, on les traite de façon appropriée. On ne veut pas non plus entrer dans une spirale où on fait d'autres tests qui peuvent inclure également des biopsies de la prostate, puis ensuite des traitements du cancer de la prostate qui parfois peuvent devenir pires que la maladie elle-même. Évidemment, je mets un bémol, ce n'est pas parce qu'on a 80 ans que dans aucune circonstance, on va avoir besoin d'un traitement pour le cancer de la prostate, mais ça devient juste moins probable. Puis quand ces cancers-là se présentent, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a eu des symptômes. Ce n'est pas parce qu'on a fait du dépistage qu'on dit primaire. Du dépistage primaire, je vous répète ce que c'est que n'importe quel monsieur de 50 ans ou plus ou de 80 ans, dans le cas qui nous intéresse, a une prise de sang qui est faite sans qu'on se pose de questions sur la pertinence de l'affaire ou pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait du dépistage à partir de 50 ans chez la plupart des hommes ou 10 ans plus jeune que le cancer le plus jeune dans la famille. C'est-à-dire que si on a un père qui a eu un cancer à 52 ans, ça doit être pertinent de commencer à 42. Évidemment, on est plus agressif dans les dépistages quand il y a des anomalies génétiques comme le BRCA1 ou le 2-OXB13.
mais c'est des situations qui sont beaucoup moins fréquentes. Donc, le bon dépistage, c'est basé sur une certaine discussion. Ça se fait entre 50 et 70 ans. Puis, selon le taux d'APS, quand on fait un dépistage, on décide à quelle fréquence il faut répéter les APS. Un APS au-dessus de 1, en fait, on suggère de ne pas le répéter avant 4 ans. Puis, évidemment, là, on est dans un contexte encore là de dépistage, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de symptômes particuliers. C'est très rassurant d'avoir un APS qui est en dessous de 1. Alors, ce n'est pas nécessairement pertinent de le refaire plus vite que ça. Dépendamment de l'âge, dépendamment du taux de PSA, on peut décider de répéter le test aux 2 ans. Puis dans certaines circonstances, on peut vouloir le répéter un peu plus fréquemment et éventuellement aller jusqu'à une biopsie ou même des résonances magnétiques quand on pense que c'est pertinent. Et on y vient à la biopsie. On revoit le schéma tout à l'heure avec la sonde de biopsie qui est introduite dans le rectum. C'est toute proportion gardée. Ça ressemble à peu près à un gros doigt. C'est inconfortable, mais ça ne fait pas très mal. Ça fait généralement beaucoup plus peur quand les gens y pensent que quand ils la passent. Mais ça reste effectivement un petit peu inconfortable. Ça prend une petite dizaine de minutes. Le but de ça, c'est de faire de l'échantillonnage de la glande prostatique. On fait 12 biopsies qu'on va répartir dans tous les secteurs de la prostate. Le but de ça, c'est de trouver un cancer qui est cliniquement significatif. Quand on a une biopsie qui est négative, ça veut dire que sur les 12 prélèvements qu'on a faits, vous pouvez imaginer qu'on a fait 12 petits prélèvements tout autour de la glande, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de cancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un petit cancer dans un coin qui se cache et qu'on n'a pas réussi à le biopsier. Par contre, c'est très rassurant parce que si le cancer est tellement petit qu'on n'a pas réussi avec 12 biopsies à le mettre en évidence, c'est probablement parce qu'il n'est pas cliniquement significatif, donc qui ne nécessite pas ou que ça ne justifie pas, à ce moment-ci, en tout cas, de faire un traitement. Dans certaines circonstances, et de plus en plus, on fait des résonances magnétiques. Le but de faire une résonance magnétique, c'est de voir s'il y a des taches ou des anomalies dans la glande prostatique qui pourraient nous orienter éventuellement vers un cancer. C'est un petit peu, en fait, c'est très utile, mais ce n'est pas non plus parfait. Ce n'est pas parce qu'on a une résonance magnétique qui montre une tâche que ça veut nécessairement dire qu'il y a du cancer, mais ça nous oriente surtout pour le fait de ne pas faire de biopsie dans certaines circonstances, si par exemple la résonance magnétique était complètement normale. Donc, j'arrive à la conclusion, puis je pourrais prendre vos questions bientôt. Le dépistage, en fait, c'est de sauver son objectif est de sauver des vies. En fait, si on fait du dépistage, ce n'est pas vraiment pour trouver des cancers, c'est pour sauver ultimement des vies. On a beaucoup amélioré les traitements au cours des 30 dernières années. Il y a des recherches qui sont spectaculaires dans les maladies qui sont beaucoup plus avancées. En fait, aujourd'hui, ce qu'on peut donner comme chiffre à quelqu'un qui se présenterait dans un cas très peu probable d'une maladie très avancée qui est déjà métastatique et qui n'est pas candidate à un traitement comme de la chirurgie ou de la radiothérapie, bien, avec les thérapies médicamenteuses pour les cancers avancés, on peut certainement imaginer que dans 5 ans, on va être encore vivant, mais dépendamment de l'état de base, là, mais que probablement on a une espérance de vie qui va tourner autour de 7-8 ans, ce qui est exceptionnel en cancer. Ça, c'est dans la situation où la maladie au diagnostic est très avancée. Alors, quand la maladie est localisée, on a beaucoup affiné les traitements, que ce soit de la radiothérapie, qui est beaucoup plus précis. Donc, une des complications de la radiothérapie, c'est le fait d'irradier les tissus qui sont autour de la prostate, notamment la VSI et le rectum. Donc, ça peut donner des diarrhées, du sang dans les selles, du sang dans les urines. Le fait d'avoir un traitement qui est beaucoup plus précis, bien, ça limite beaucoup ces effets-là. C'est la même chose pour la chirurgie. Les techniques qui sont minimalement effractives se sont développées. Ça permet de préserver beaucoup mieux les responsables de la continence et des érections. Quand on dit qu'on peut les préserver davantage, ça ne veut pas dire qu'on est capable de garantir à quelqu'un qui n'aura pas d'incontinence ou qui n'aura pas de dysfonction érectile, mais on est quand même bien meilleur qu'on l'était il y a une trentaine d'années pour avoir des chirurgies qui ont moins d'impact à long terme sur la qualité de vie des patients. Alors, l'objectif, c'est de poursuivre notre recherche pour qu'on soit toujours meilleur et qu'on soit en mesure de traiter davantage le cancer. Actuellement, on peut contrôler une maladie qui est métastatique. On n'est pas à un stade où on est capable de la guérir, mais les pousser en immunothérapie, entre autres, puis dans toutes sortes d'autres molécules, ils sont assez encourageants pour qu'un jour, on puisse arriver à éradiquer des maladies qui sont beaucoup plus avancées. Évidemment, la recherche demeure toujours la clé de voûte pour améliorer nos performances dans la prise en charge du cancer de la prostate. Et voilà, ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été relevées par mes collègues qui étaient là pour ça. Ça me fait plaisir d'y répondre.
Dans un premier temps, si vous permettez, Dr. Lebeau, j'aimerais vous remercier. Vous avez été exhaustif dans vos explications. Je pense que c'est clair. Il y a sans doute des questions qui vont être posées. Et là, je demanderai à Marie-Christine, qui, avec l'équipe d'infirmières de Procure, travaille de très près avec les patients. Alors, Marie-Christine, je te cède la parole. Merci beaucoup, Winston. Docteur Lebeau, ça a été vraiment une magnifique présentation. Oui, on a des questions. La première question vient souvent des hommes qui sont âgés de plus de 70 ans. Ils n'ont pas nécessairement de symptômes. Ils ont par contre des facteurs familiales, une histoire familiale, puis ils n'ont pas de médecin de famille. Puis là, ils nous appellent, puis ils nous posent la question à savoir qu'est-ce qu'on fait. Ce serait quoi votre recommandation pour ces hommes-là? Ben, en fait, ça dépend. C'est difficile de répondre sans plus de détails, là. Évidemment, quand on fait de l'épidémiologie, c'est très froid. On n'a pas un monsieur de 71 ans dans notre bureau. On pense plus à la population et aux bénéfices des petites populations. Fait qu'on n'est pas trop psychorigide non plus si on a quelqu'un qui a 72 ans, par exemple, et qui a un frère qui a eu un cancer de la prostate à 74 ans, puis qui s'inquiète de savoir s'il l'a. Je pense que faire du dépistage dans ce contexte-là, à moins que la personne soit très malade, c'est quelque chose qui peut être pertinent. Quand on dit des chiffres comme ça aussi, c'est pour essayer de recouper la population globale en tenant compte de l'espérance de vie en Occident. Évidemment, il y a des gens qui ont des santé exceptionnelles, puis dont le père et la mère sont morts à 105 ans. Fait que ça fait des fois qu'on étire l'enveloppe un petit peu. Pour la question du médecin de famille, ben là, c'est un petit peu plus délicat. D'abord, je suis malheureusement ou heureusement pas ministre de la Santé. Là. Fait que c'est pas moi qui suis en mesure de trouver des médecins de famille pour tout le monde. Mais c'est sûr que d'avoir un examen annuel, pas tant pour la prostate que pour la santé générale, à un certain âge, ça devient pertinent. Si les gens ne se sont pas inscrits sur le guichet pour avoir un médecin de famille, puis je sens encore là que c'est très long, je ne dis pas ça comme si c'était quelque chose d'anodin, puis que demain matin, ils allaient avoir un rendez-vous. Ça reste une possibilité. Puis sinon, ben, il existe des cliniques en sans rendez-vous. C'est un peu problématique, en particulier sur l'île de Montréal, la prise en charge en médecine familiale actuellement. C'est moins pire, heureusement, dans d'autres régions du Québec. Mais c'est les avenues pour entrer dans le système de santé. On ne peut pas consulter malheureusement un urologue, malheureusement ou encore là, heureusement, juste pour du dépistage parce qu'on ne ferait que ça en fait. Puis c'est une partie de notre travail, mais le dépistage, c'est vraiment beaucoup plus de la médecine de première ligne. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que quand j'ai des patients que j'ai traités et que je suis pour des cancers de la prostate puis qu'ils me disent qu'ils ont un frère qui est inquiet, ben, par ce chemin-là, j'accepte de les voir et de les évaluer. Mais malheureusement, on est obligé, je ne peux pas faire du dépistage puis de la première ligne parce que je ne ferai que ça. Merci, Dr. Lebeau. Une autre question qui revient beaucoup, c'est je suis traitée avec Avada, Proscar, donc des médicaments qui vont faire en sorte qu'on va diminuer le volume de ma prostate. Et certains ont eu un diagnostic de cancer. Puis on veut savoir si en quelque part, est-ce que ça pourrait diminuer les risques, faire en sorte que l'APS diminue, puis le contrôler quand on est sous surveillance active. En fait, si on est sous surveillance active, c'est qu'on a déjà un cancer de la prostate. Oui, on vient de passer là, Oui. Alors, en fait, c'est des molécules qui ont été très étudiées, là, à la fois la dutastéride et la finastéride, pour essayer, dans un contexte de chimioprévention. La chimioprévention, là, c'est l'objectif de prendre cette molécule-là avant qu'on sache qu'on a un cancer de la prostate pour éventuellement prévenir son développement. Puis, il y a des résultats qui sont assez contradictoires. Puis, il y a quand même un profil d'effet secondaire qui est non insignifiant là, avec ces médicaments-là. Fait que juste le prendre pour de la chimioprévention, c'est pas quelque chose qui s'est fait de façon très systématique. Il y a une quinzaine d'années, on le faisait un peu plus. L'objectif, effectivement, de prendre ces médicaments-là, c'est très symptomatique. Alors, moi, si j'ai des patients qui sont inquiets d'un cancer de la prostate et qui, en même temps, ont des symptômes, ben, je suis assez à l'aise de l'utiliser. Par contre, dans un contexte de quelqu'un qui n'a pas de symptômes, qui veut juste pas avoir de cancer de la prostate, ce n'est pas des molécules qu'on suggère de façon générale. Oui, ça diminue le volume de la prostate, là, puis là, on n'entrera pas dans les détails, mais mettons de 20 à 30 %.
Ça diminue le PSA, lui, de 50 %. Fait que souvent, les gens pensent que parce que leur PSA diminue de 50 %, ils ont diminué leur risque de 50 % de cancer de la prostate. C'est pas du tout vrai, en fait. Parce que nous, dans notre table d'urologue, c'est quelqu'un qui prend ces médicaments-là, puis qui a un PSA à 3, en fait, on fait le calcul, puis pour nous, il est à 6. Fait que le risque reste toujours le même. C'est pas le fait que le PSA absolu soit diminué. Il y a vraiment une espèce de... Ça masque, en fait, le PSA, mais on sait l'interpréter à la lumière de ça aussi. Je ne sais pas si ça répond à la question. La deuxième partie, c'était par rapport à la surveillance active et au fait de prendre ces médicaments-là. Encore là, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça ne fait pas augmenter le risque de développer des cancers qui sont agressifs. Ce qu'on sait, c'est qu'en diminuant le volume de la prostate, le cancer, lui, ne va pas nécessairement diminuer. Fait qu'en refaisant des biopsies, proportionnellement, le cancer occupe plus de place dans la prostate. Fait que des fois, on en diagnostique plus. Mais c'est des distinctions qui sont très épidémiologiques encore là, puis j'ai envie de dire physiologiques, mais ça n'augmente pas le risque de développer du cancer. Puis quelqu'un qui a un cancer sous surveillance active, ça va aider ses symptômes s'il en a, mais ça ne va pas faire que le cancer va se développer moins vite. Merci, Dr. Lebeau. J'ai encore, au risque de vous faire répéter, là, ici, ce sont des questions qu'on a à récurrence avec des camionneurs qui font de la longue distance. Puis ils ont vraiment des problèmes avec leur prostate, ils ont des infections urinaires, en fait, là, c'est comme s'ils avaient un bombardement. Cela dit, la question, c'est est-ce que, tu sais, si je suis camionneur, puis que j'ai des prostatites, puis que je suis hospitalisée, puis est-ce que ça peut mener à un cancer? Non. En fait, la prostatite, ce n'est pas un facteur de risque de développer le cancer. L'hyperplasie bénigne de la prostate non plus. En fait, le fait d'avoir une prostate à la base, ça nous met risque de développer un cancer, mais aucune des autres pathologies. Souvent, en fait, c'est une question d'habitude de vie aussi, là. Puis on parle des camionneurs, là, mais c'est souvent des gens qui font beaucoup de longues routes, qui mangent un petit peu comme ils peuvent, qui ne font pas de l'exercice de façon soutenue, qui ont un sommeil qui est souvent un peu assuré. Puis tout ça, ça a un impact éventuellement sur la fonction urinaire, le surpoids, puis tout ça, ça peut aller ensemble. Mais ce n'est pas le fait d'avoir des symptômes comme ça ou de devoir faire pipi souvent ou de devoir arrêter le camion sur le bord du chemin et d'aller faire pipi. Ça se traite, ça n'a rien à voir avec le cancer de la prostate, ce n'est pas un risque de le développer. Mais ce n'est pas quelque chose qui devrait les inquiéter en ce qui a trait au cancer. Maintenant, c'est un problème de qualité de vie, ce dont on parle. C'est-à-dire qu'évidemment, si on doit faire de la longue route ou même si on ne doit pas faire des si longs parcours, si on doit s'arrêter sans arrêt pour faire pipi à Montréal, ce n'est pas nécessairement très pratique. Donc, c'est plus une prise en charge de pathologie bénigne de la prostate, mais qu'on fait aussi dans notre quotidien. Tous les urologues font ça, là. Si vous permettez, là, on aimerait revenir encore là, sur la médication là, pour les prostates volumineuses. Alors, donc, on parle du Proscar, du Avodart. Pouvez-vous parler peut-être un petit peu des effets secondaires, puis quand vous le prescrivez et quand ça ne devrait pas nécessairement être prescrit? C'est difficile de dire quand ça ne devrait pas être prescrit, là, parce que ça dépend des patients, mais ce qu'on sait, là, c'est que c'est des médicaments qui sont efficaces quand on a un PSA qui est au-dessus de 1,5, puis quand on a une prostate qui fait au moins 40 grammes. Fait que ça, c'est des choses que je peux dire sans trop de risque de me tromper, là. Quelqu'un qui a un PSA qui est beaucoup plus faible que ça ou qui a une toute petite prostate a très peu de bénéfices à prendre ces médicaments-là. Maintenant, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que tout le monde n'a pas le même profil de symptômes. Le but de prendre ce médicament-là en diminuant la grosseur de la prostate, c'est d'améliorer la façon de faire pipi, de faire pipi moins souvent, d'avoir un meilleur jet, puis finalement d'améliorer la qualité de vie. Les effets secondaires qu'on voit parfois, puis qui incommodent les gens, c'est que ça peut donner de la gynécomastie, ça peut donner de la douleur au sein, ou même, parfois même l'impression de développer des seins. Ça peut donner des problèmes de libido, c'est-à-dire le désir sexuel qui parfois peut être diminué. Quand je dis ça peut, ça ne veut pas dire que ça va, mais ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent certainement avoir ce sentiment-là et ça peut causer en partie de la dysfonction érectile. Alors, si on a un patient qui a déjà de la dysfonction érectile, parce que ça arrive quand même assez fréquemment, qui a peu de désir à la base, puis que son activité sexuelle n'est pas quelque chose qui l'intéresse beaucoup, puis qui est très préoccupant, ça peut être un excellent choix de molécule.
On peut utiliser ça chez des gens qui ont des activités sexuelles qui sont normales aussi, puis ils peuvent avoir très peu de symptômes, d'effets secondaires, pardon, mais il faut juste l'utiliser judicieusement. Puis, quel que soit le médicament qu'on utilise, on prévient toujours les patients du profil d'effets secondaires. Puis moi, je le prescris là, parfois à des gens qui ont une vie sexuelle qui est tout à fait, entre guillemets, normale et épanouie, puis ils n'ont pas nécessairement d'effets secondaires. Mais je pense que c'est important que les gens soient prévenus. Thierry, une autre question qui est importante, c'est il y a certains hommes là, qui passent à travers des épreuves difficiles dans leur vie. Souvent, on parle d'andropause. C'est peut-être le bon mot à utiliser. Ils ont des suppléments de testostérone. Est-ce qu'ils devraient être inquiets? Ben non, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut se prescrire et ça s'utilise quand même assez fréquemment, la testostérone. Avant de le prescrire, généralement, ben, on vérifie 2, 3 trucs, là, c'est-à-dire que généralement, dépendamment de l'âge du patient, ben, on fait un examen de la prostate, on fait un questionnaire de la vie urologique et on dose éventuellement le PSA. Euh, donc, on s'assure que ce n'est pas risqué chez une personne en particulier de prendre des suppléments de testostérone. C'est très difficile de répondre à des questions comme ça, sachant pas de quel patient on parle ou de quelle situation on parle. Mais la plupart du temps, quand on prescrit des médicaments, quel que soit le médecin, on s'assure que c'est sécuritaire et que ça ne va pas causer des problèmes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la testostérone a le potentiel de nourrir le cancer de la prostate, mais ça ne le fait pas apparaître. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un cancer de la prostate qui n'est pas pris en charge et qu'on badigeonne de testostérone, ça ne va pas nécessairement le faire progresser beaucoup plus vite, mais ça peut potentiellement le stimuler. D'où l'idée de le rechercher avant de faire ça. Mais ça peut, comme je vous dis, ça ne va pas le faire apparaître. Ça reste des médicaments qui sont sécuritaires lorsqu'utilisés à bon escient. Qu'est-ce que vous pensez des produits naturels vendus sur Internet, là? Que ce soit pour les érections, que ce soit pour la santé de la prostate, que ce soit, en fait, là, pour prévenir? Ben, je peux donner une réponse assez générique à ça, là. Un des problèmes des produits naturels, c'est que ce qu'on écrit sur la bouteille, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a dedans. C'est très difficile comme médecin de les recommander, contrairement à l'industrie pharmaceutique. Je ne veux pas dire que tous les médicaments sont miracles, mais c'est très régi. Alors, les molécules actives dans une pilule, si c'est écrit qu'il y a 0,4 mg de tel truc, ben, c'est vraiment ça qu'il y a. Alors que dans les produits naturels, il y a quand même quelques études qui ont été faites qui démontrent que ce n'est pas souvent la même chose entre le contenu des médicaments qu'il y a dans les bouteilles et ce qui est écrit sur la bouteille elle-même. En Europe, en particulier en France, il y a des laboratoires qui produisent des médicaments qui sont basés sur des produits naturels, puis l'industrie est beaucoup plus régie là-bas. Puis il y en a plein, là, des molécules, des produits naturels, en guillemets, qui ont démontré une efficacité pour les symptômes de la prostate, un peu moins en ce qui a trait à la prévention, mais pour les symptômes urinaires, je pense entre autres au palmiénin. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il prend du palmiénin ou qu'il prend du super prostate, je ne sais pas quoi, et que ça va beaucoup mieux depuis qu'il prend ça, ça ne me surprend pas nécessairement. Puis si les gens sont satisfaits et heureux de cette médication-là, pour plein de raisons, puis je ne dis pas du tout que c'est mauvais. Là, moi, je ne suis pas un vendeur de pilules, puis je répète ça souvent. Là, j'essaie souvent de rassurer les gens quant à leur qualité de vie. Si les gens sont bien avec ça, puis que c'est un coût qui est raisonnable, puis qu'ils sont capables de l'assumer, moi, j'ai aucun problème avec ça. Le problème aussi, c'est que ça coûte souvent très cher, donc c'est pas toujours très accessible. Puis payer très cher pour un contenu qui est plus ou moins, pas nécessairement dangereux, mais plus ou moins ce qui est écrit sur la bouteille, ben, c'est évidemment très difficile comme professionnel de le recommander. Mais je pense que ça fait partie des choses qui peuvent être utilisées si les gens sont plus à l'aise avec ça. Notre but, dans le fond, c'est pas de vendre des pilules ou de vendre mes traitements à moi, c'est d'aider les gens et de m'assurer qu'ils soient mieux à la fin de la journée. Alors, si c'est ça qui les aide, il n'y a pas d'objection. Les érections, c'est un peu la même chose. Il y a quand même beaucoup plus de charlatanisme, malheureusement, en ce qui a trait aux érections qu'aux symptômes urinaires de façon générale. Avec là, on peut en trouver toutes sortes de folies sur Internet. Je pense qu'il faut être précautionneux. Puis c'est vrai aussi, il y a des molécules, entre autres de Viagra, là, qui sont des molécules dont tout le monde a entendu parler, qu'on peut trouver sur le marché, sur Internet. Mais encore là, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, on ne sait pas vraiment le contenu
produits actifs. Fait que j'ai un gros bémol là-dessus. Puis tous les autres produits naturels, pour les érections en particulier, j'ai plus de doutes et beaucoup plus de mal à les recommander. Je pas merci. Là, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Je vais terminer sur une dernière question, Dr. Lebeau. Puis après ça, on va passer la parole à Winston. Mon médecin ne veut pas faire de toucher rectal. Alors, je le rencontre, je parle, je discute avec lui. Il me dit que peut-être que je ne devrais pas avoir un test de l'APS. Et puis, 2, il est réfractaire au toucher rectal. Est-ce qu'on peut aborder ce sujet-là? Oui, je veux dire, vous voulez dire, est-ce que moi je peux en parler ou est-ce que les patients peuvent aborder cette question-là avec les... Non, mais là, je vous donne la parole. C'est vraiment vous. Là. En fait, c'est des choses qu'on voit parfois, puis il faut se mettre à la place des médecins généralistes. D'abord, les recommandations sur le dépistage ont changé et changent souvent. Puis de façon générale, quand on regarde différentes études, puis je ne suis pas entré dans ces détails-là, il y a certaines études qui suggéraient que faire du dépistage de cancer de la prostate, ce n'était pas une bonne chose parce qu'on traitait beaucoup de monde, en guillemets, pour rien, pour sauver peu de vies. Encore là, je vous disais que la médecine épidémiologique était très froide. On ne parle pas de monsieur un tel qui est dans notre bureau, on dit faire du dépistage de façon générale, il ne faut pas faire ça. C'est un message qui a été très relayé pendant de nombreuses années chez les médecins de famille. Puis là, tout ça, ça s'est affiné beaucoup, puis on a essayé de circonscrire à qui on devrait faire du dépistage parce qu'on voulait trouver qui on allait aider en faisant du dépistage. Fait que parfois, le message chez un médecin de famille n'est pas perçu ou reçu de la même façon. Puis je ne dis pas qu'il faut nécessairement être toujours très indulgent, mais il faut garder en tête qu'un médecin de famille, c'est un spécialiste de l'hypertension artérielle, du diabète, du poumon, de la tête, des oreilles, des orteils. Donc, ça fait beaucoup de champs à couvrir. Puis parfois, ils peuvent être moins à l'aise avec ce qui a trait au dépistage du cancer de la prostate. Moi, ça m'arrive assez souvent quand même de me faire référer des patients par des médecins de famille parce qu'ils veulent que je m'occupe de faire du suivi ou du dépistage. Dans ces circonstances-là, on accepte de le faire. Je suis jamais trop dans l'opposition avec mes patients. Là, quand j'ai des patients qui sont très insistants pour avoir du dépistage et que je pense que ce n'est pas pertinent, je suis toujours capable de leur faire comprendre pourquoi. Même chose quand quelqu'un veut être traité et que je pense qu'un traitement n'est pas pertinent. Le but, c'est de faire comprendre aux gens puis d'adresser sur un ton, j'ai envie de dire, qui est cordial. C'est la même chose chez le médecin de famille, c'est-à-dire que si quelqu'un veut un dépistage et que le médecin de famille est plus ou moins à l'aise, il y a toujours le loisir de le référer en neurologie. Ça se fait. Puis si jamais il ne veut pas le faire, il y a toujours moyen d'expliquer pourquoi. Encore là, je ne veux pas entrer dans du cas par cas, mais c'est des choses qu'on voit parfois, des médecins de famille qui ne sont pas à l'aise avec le toucher rectal parce qu'ils n'en font pas nécessairement tant que ça, puis ils ne sont pas nécessairement avec l'interprétation de l'examen lui-même. Ça peut être vrai aussi du PSA. Puis après, ça peut être aussi raisonnable de ne pas faire un examen qu'on ne sait pas interpréter. Fait que c'est difficile de tracer la ligne, mais je pense que d'où la question d'avoir un dialogue intelligent avec les médecins. Puis ça se peut là, qu'il y ait des médecins qui soient très, très fermés, mais ça se peut aussi qu'il y ait des patients qui soient très, très fermés à écouter ce que les médecins ont envie de dire. Fait que je pense qu'il faut essayer de trouver un terrain d'entente qui correspond finalement aux besoins exprimés par les patients pour y répondre, parce qu'à la fin de la journée, moi, je ne suis pas dans mon cabinet pour moi-même, là. Je suis là pour essayer d'accompagner les gens. Fait que mon but, c'est pas juste de les dépister, mais c'est de leur expliquer pourquoi on ne le fait pas parfois. Dr. Lebeau, vous avez été exceptionnel. Merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Winston pour la conclusion de ce webinaire. Merci beaucoup, Dr. Lebeau. Vous avez répondu à toutes les questions qu'on voulait. Étant donné que, Thierry va nous quitter dans quelques secondes, un grand merci au nom de tous ceux qui sont en ce moment évidemment sur le site. Et d'abord, vos explications sont claires, c'est net. Merci beaucoup encore une fois, Thierry Lebeau. Très, très gentil. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment, j'en profite pour vous demander de rester en ligne après quand on arrive à la fin du webinaire, parce qu'il y a un sondage que, si c'est possible que vous y répondiez, ça ferait bien notre affaire.
vous n'avez qu'à cliquer sur « Continuer » pour le faire. Alors, Dr. Lebeau, encore une fois, merci pour votre précieux temps. C'est extrêmement apprécié. Les questions en suspens seront envoyées et répondues individuellement par nos infirmières et évidemment Marie-Christine. Le prochain webinaire aura lieu le 14 septembre prochain, dans une semaine si on veut, à 19 h, même heure, lors duquel nous aborderons la prédisposition génétique au cancer. Et notre invité est Evan Weber, conseiller en génétique au Centre universitaire de santé de McGill. Alors, soyez des nôtres. Consultez le site procure.ca pour rester à l'affût. Ici, Winston McQuaid, c'était Procure vous parle. Merci et bonne soirée.